All right, let's go ahead and get started. So Bon, good alors on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour pour ceux qui se joignent à nous de la côte ouest. Je m'appelle Omera Osman. Je suis là de la dystrophie musculaire. Alors, je suis très heureuse de vous trouver pour la deuxième journée. Donc, j'aimerais vous mentionner que le webinaire d'aujourd'hui est disponible en français et en anglais. Il y a une icône au bas de votre page, de votre écran, que vous pouvez accéder soit au canal français, au canal anglais. Donc, je vais maintenant passer la parole à la directrice. Elle va également vous donner des consignes en français. Oui, alors bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour cette deuxième journée de notre colloque. Je voudrais vous informer pour les personnes qui veulent entendre la présentation en français. Si vous regardez sur l'image qu'on voit à l'écran, il y a une icône en forme de globe terrestre. Si vous cliquez sur cette icône-là, vous pourrez aller sélectionner la langue de votre choix, le français, et tout ce qui sera dit, que ce soit en anglais ou en français, vous allez entendre en français. Alors, merci et bonne conférence. Thank you very much, Marie. Merci, All right. Marie. Bon, depuis avril 2020, on a lancé notre Parlons de la dystrophie musculaire. C'était une des suggestions les plus communes qui est venue. C'est autour de la grossesse et les maladies neuromusculaires. Donc, on est très enthousiaste de parler de ça aujourd'hui et d'avoir Erin O'Farrell et Andrea Parks avec nous aujourd'hui. Alors, Dr. O'Farrell est une spécialiste en neuromusculaire à l'Université McGill. Elle a contribué énormément au CNDR, qui est le registre neuromusculaire. Et Dr. Andrea Parks, elle est à Sunnybrook Health Sciences Center. Elle est entraînée en neuromusculaire et elle a travaillé sur les grossesses et les DMD. Donc, on est très heureux de les avoir avec nous on écoute leur présentation. Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse d'être ici, de vous adresser la parole à ce sujet. Si vous me donnez une petite minute. So you should be able to see my Vous first. devriez être en mesure de voir ma première diapo. Laissez-moi savoir si ça va. Oui, c'est bon. Alors, je m'appelle Erin O'Farrell de l'Université McGill et je travaille à l'Institut neurologique de Montréal. Et je vais parler des grossesses et des maladies neuromusculaires. Et donc, je vais commencer et puis donc on poursuivra après. Donc, simplement pour vous donner nos divulgations, on n'a rien de pertinent à ce sujet, mais donc j'ai participé à des essais cliniques et qui étaient financés par des sociétés. Et donc, on va parler brièvement d'un sujet que je vais donner. C'est quelque chose d'assez chaud comme sujet, mais très sensible également. Donc, je vais faire un petit sondage pour voir ce que vous avez à dire là-dessus. Donc, connaissez-vous les facteurs généraux à considérer en termes de neuromusculaire avant, pendant et après la grossesse? Et puis après, on va être plus précis. On va aller chercher sur les enjeux qui peuvent survenir à chaque fois. Et à la fin, on aura des conclusions et une période de questions. Donc, on veut avoir quelque chose. C'est un sujet difficile. La décision d'avoir des enfants, d'être enceinte, c'est quelque chose de très personnel. Donc, ça n'est pas à être substitué. Les soins, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est important de se souvenir de ça, surtout en raison de la complexité des soins. Il y a plusieurs choses dont on va parler, sur des sujets généraux qui peut-être ne s'appliquent pas à ce dossier-là plus particulièrement. Mais si vous voyez, par exemple, que vous êtes enceinte et que vous allez voir votre médecin, bon, malgré qu'on va
discuter des risques et des dangers. Étant donné que je suis médecin, ben, il faut faire attention aux complications, puis rester alerte. Mais il faut se souvenir qu'il y a plusieurs grossesses qui sont très réussies et même avant qu'il y ait un diagnostic et les choses se produisent bien. Mais il faut parler des risques également et il faut s'assurer, bien sûr, se souvenir qu'on va parler de ça plus que d'autres choses. Alors, passons au premier sondage. J'ai 3 blagues sur le COVID. J'aimerais bien savoir laquelle vous préférez le mieux. Donc, premièrement, c'est les Jeux olympiques 2020 And I'll let et B, c'est la quarantaine et 3, que vous êtes une couch potato. Je ne sais pas comment on dit ça en québécois, mais bon, quelqu'un qui reste assis sur son derrière à rien foutre. Alors, 1, les Jeux olympiques, 2, la quarantaine et 3, rester effoiré sur son canapé. Mira, I see that I can't actually choose on mine. Bon, je vois que je peux choisir moi-même sur le mien. Oui, ça a l'air bien. Donc, je vais sortir le sondage et partager les résultats. Donc, quarantaine gagne. Bon. Peut-être quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Allons à la deuxième question. Donc, je vais avoir une idée de qui participe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous représente le mieux? Alors, 1, une personne avec une maladie neuromusculaire. 2, un partenaire, famille ou ami d'une personne avec une maladie neuromusculaire. 3, physiothérapeute ou thérapeute autre. 4, infirmière. 5, neurologue. 6, alors bon, il y a plus avec les maladies neuromusculaires et il y a une assez bonne distribution avec infirmières, médecins et autres professionnels de la santé. Très bien. Et puis, je me demandais pourquoi vous avez décidé de vous inscrire à cet atelier-là. Est-ce que vous étiez simplement curieuse? Vous pensiez à devenir enceinte? Vous êtes déjà enceinte? Vous avez déjà des enfants ou vous voulez en avoir plus? Excellent. So a lot of just Super. curious. Donc, beaucoup de curiosité. Mais il y en a 7 qui sont déjà enceintes. Donc, voilà. Dernière question avant de commencer la discussion. J'aimerais savoir quel genre de diagnostic vous avez. Donc, si vous en avez un de la liste, simplement choisir un. Great. So there's a Super. Donc, il y en a plusieurs qui ont le plus grand groupe, c'est sur la dystrophie musculaire. Très bien. On va passer pas mal de temps là-dessus. Et donc, il y en a dans mes patients également qui sont là. Très bien. Je crois qu'il faut commencer en reconnaissant que les maladies neuromusculaires sont des conditions assez rares. Donc, elles sont définies en général par une personne sur 2000. Donc, c'est moins fréquent, donc égal à 1 sur 2000. Ça, c'est considéré rare. Et si on regarde toutes les maladies rares ensemble, bien, les neuromusculaires, en général, ce n'est pas si rare. Mais 1 sur 12 Canadiens sont affectés par une maladie rare. Donc, individuellement, pas si, mais à titre de groupe, oui. Et donc, pour vous donner des repères, la prévalence des maladies neuromusculaires, on peut avoir myasthénia gravis, myositis, dystrophie musculaire, toutes sortes, donc Duchenne ou myotonique ou facio-humérale. Donc, c'est autour de 20 sur 2000, ou 100 000, pardon. La plus commune, c'est Duchenne, qui est la plus commune de toutes. Et c'est suivi de très près par la dystrophie myotonique et d'autres comme
FSHD ou qui sont moins communes. Et tout ce qui n'est pas listé sera encore moins commun. Donc, qu'est-ce que c'est une condition neuromusculaire? Eh bien, dans le monde du neuromusculaire, on se limite à des maladies qui sont les nerfs moteurs, les muscles, donc le lien entre le muscle et le nerf et le muscle lui-même. Donc, si vous avez listé une des conditions principales que l'on va couvrir, bien sûr, on ne peut pas couvrir toutes les conditions neuromusculaires, mais donc on a décidé de prendre les plus prévalentes ou pour laquelle il y a plus de preuves probantes. Donc, les principes généraux, alors chaque condition est unique et cause des défis spécifiques pour la grossesse. Il y a des aspects, par contre, qui sont communs à plus qu'une condition neuromusculaire, et je vais parler de celle-là maintenant dans les prochaines 3 ou 4 diapos, et puis on va plonger dans les conditions plus spécifiques. Donc, pour organiser ça, j'ai divisé ça à ce qu'il faut savoir avant d'être enceinte, pendant la grossesse et au moment de l'accouchement après. Donc, voici les questions qui, d'après moi, sont importantes aux patients qui ont la maladie neuromusculaire pendant la grossesse. Est-ce que ça s'applique à la maladie neuromusculaire comme telle? Et puis en bas, c'est lié aux complications. Donc, il y a des gens qui sont plus faibles parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir plus faibles ou pire pendant la grossesse. Et est-ce que la maladie que j'ai va avoir un impact sur mon bébé pendant la grossesse? Et à la dernière question, est-ce que j'ai un plus grand risque de complications pendant la grossesse que quelqu'un qui n'a pas de maladie neuromusculaire? Et la même chose pour le bébé. Et donc, souvenez-vous que toutes les complications de grossesse dont on va parler sont celles que tout le monde a. Donc, les gens qui n'ont pas de maladie neuromusculaire sont également à risque d'avoir des complications en grossesse. Et bien sûr, il y en a d'autres. Donc, je crois que ça, c'est la diapo la plus importante de toute la discussion. Donc, avant de tomber enceinte, autant que puisse planifier d'avance. Et par d'avance, je veux dire idéalement, probablement 1 an avant, si c'est possible. Donc, c'est vraiment très important. Donc, vous allez voir votre médecin de famille, votre neurologue qui vous donne des informations vraiment spécifiques, précises à votre condition. Et la raison de cette planification d'avance, c'est que si vous avez des médicaments, peut-être qu'il faudra les changer avant que vous tombiez enceinte. Et si vous avez une condition génétique, peut-être que vous allez vouloir peut-être consulter un généticien. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça, mais je vous dirais que c'est vraiment très important et que ça doit être envisagé également. Savoir qu'au Canada, les conseillers en génétique ne sont pas disponibles. Il y a souvent des listes d'attente. Donc, il faut vraiment s'y prendre bien d'avance pour avoir de l'aide. Il y a d'autres choses que le médecin doit faire ou auxquelles il doit songer lorsque vous tombez enceinte. Donc, parfois, ça peut avoir un impact sur les tissus du cœur ou des poumons. Il faut faire des essais, des tests avant la grossesse pour voir si tout est en bon état. Et les gens qui n'ont pas de maladie neuromusculaire, il faut se souvenir que des consignes, des lignes directrices du Canada, Santé Canada, ça, ce sont de vraiment excellents conseils pour tout le monde qui veut tomber enceinte, donc de prendre des multivitamines, etc. Donc, pas prendre d'alcool, faire de l'exercice. Et donc, pour toute la population. Et là, on va aller aux 3 étapes, donc de se préparer pour l'accouchement, ça c'est plus tard. C'est important que très tôt dans la grossesse, que vous commenciez à songer à assembler votre équipe multidisciplinaire. Donc, souvent, le neurologue, le médecin de famille sont les quarts arrière, mais il y aura peut-être des femmes et donc différents genres de médecins.
des obstétriciens, l'anesthésiste, plein de gens qui pourraient, que vous pourriez impliquer. Et c'est très important de s'assurer que vos soignants soient au courant. Parce que lorsque vous allez voir votre médecin de famille, il n'était pas au courant de votre maladie ou peut-être qu'il n'est pas au courant de tous les détails de votre condition. Et donc, c'est important vous ayez une discussion pour savoir quelle est votre des maladies et quels sont les risques que ça peut comporter. Donc, il peut avoir une conversation avec le neurologue également ou l'obstétricien, etc. Et donc, c'est important de penser un peu plus sérieusement au sujet de l'environnement, de l'accouchement. Si, par exemple, vous allez peut-être vouloir accoucher à un endroit où il y a des soins de dernier recours qui soient disponibles, euh, des soins intensifs ou autres. Et donc, ça peut être possible, n'importe qui tombe enceinte et pour des raisons non connues, ça peut être, vous aurez peut-être besoin d'une césarienne. Et donc, c'est une bonne idée d'avoir une consultation pré-accouchement avec un anesthésiste. Et pour toutes les conditions, c'est toujours mieux d'avoir une anesthésie locale que générale. Après l'accouchement, pardon. Donc, il y a certains des médicaments qui sont utilisés pour l'allaitement. Donc, il peut y avoir des trucs inflammatoires qui ne sont peut-être pas bons pour l'allaitement. Donc, il faudrait peut-être en discuter avec les médecins. Et certaines des conditions peuvent avoir un impact sur la maladie également. Peut-être il y en a qui vont vous améliorer votre situation, d'autres pas. Et d'être en mesure de pouvoir s'occuper du bébé. Et c'est une autre préoccupation que les mères ont. Donc, il y a des différents soutiens pour les mamans et les familles avec des handicaps. Ici au Québec, il y a un programme qui existe. On en parlera demain à la conférence. C'est important de penser à l'environnement. Est-ce que c'est bien adapté? Et ce n'est pas seulement les soignants qui doivent s'en occuper, mais également, il faut s'occuper de ceux qui s'occupent de la maman. Est-ce qu'il y a de la fatigue, de conservation d'énergie, toutes ces choses-là, les problèmes financiers, le soutien émotif, etc. Donc, est-ce que mon bébé aura des problèmes de santé? C'est quelque chose qu'il faudra envisager avec chacun. Bon, on va aller maintenant à la condition, dans les conditions plutôt. Et Andrea, donc, va parler. Donc, je vais me mettre à taire mon micro et je vais passer la parole à Andrea. Alors, bonjour, tout le monde peut bien m'entendre? Oui? You sound great. Go ahead. Perfect. Hi. So, Très bien. Alors, merci encore. Merci de me permettre d'être ici. Je suis vraiment très enthousiaste de faire cette discussion également. Donc, si on regarde dans les maladies neuromusculaires plus précisément, et donc il y a des trucs avec des neuropathies héréditaires, mais c'est assez rare, un groupe hétérogène. Donc, il y en a qui, dans les années d'enfance, mais ça peut avoir un effet si on pense à la grossesse. Donc, simplement d'être bref, c'est un groupe hétérogène. Donc, il y a différentes causes, différents gènes qui peuvent causer. C'est un groupe de maladies qui ont un effet sur l'isolement du nerf. Donc, ça peut varier d'un individu à un autre. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon. Étant donné que c'est une maladie assez rare, il y a très peu de littérature là-dessus. Et je pense que c'est important de se souvenir de ça. Les chiffres de la plupart des conditions dont on parle sont généralement trouvés dans des très petites études sur des périodes moins longues. Et surtout sur, par exemple, CMT, les chiffres sont assez spéciaux et c'est difficile à savoir quels sont les risques. Et également, étant donné que
maladies sont plus vieilles. Les révisions sont basées sur plusieurs études qui ont été faites dans les années 80 ou 90 avec des tout petits groupes de patients. Et comment le traitement de ce que l'on sait au sujet de ces conditions a également changé. Donc, les traitements peuvent également prouver, bon, ça peut être un facteur. Donc, en général, les quelques rapports qui existent dans la littérature au sujet de la grossesse et CMT passent de 20 à 50 et on peut rapporter un empirement des symptômes. Et il y a une étude où il y a 21 personnes qui se sont inscrites. Ils ont vu que c'était intéressant que ceux qui avaient eu des symptômes à partir de la vie adulte présentaient moins de risques d'être prédisposés à une exacerbation des symptômes. Alors, par rapport aux autres qui avaient des maladies plus sérieuses ou qui ont également donc vivent des symptômes pendant la grossesse, ils ont également vu que si vous aviez une grossesse, vous aviez une exacerbation des symptômes, ça pourrait se reproduire dans une autre grossesse. Ça n'est pas nécessairement vrai avec les maladies neuromusculaires, mais étant donné que c'est une maladie héréditaire, on recommande d'avoir des consultations. En termes de l'accouchement, les patients qui souffrent de CMT, il y a eu des études qui ont été produites où il y a eu des anomalies à la naissance et ça s'appliquait également à la population en général. Donc, ce n'est pas nécessairement des risques qui se présentent à l'accouchement pour vous, mais par contre, il y a peut-être un risque de blocage des intestins. Et en général, le bébé sort la tête la première, mais il y a des études qui indiquent que parfois, ça se produit un petit peu plus souvent autrement dans les patients qui souffrent de CMT, peut-être parce qu'à cause de la mère ou peut-être que étant donné que c'est une condition génétique, c'est que les gens disent que les bébés peuvent être également atteints et donc ils ne bougent pas autant. Et donc, ça prend beaucoup de mouvements pour que le bébé soit capable de se retourner. Eh bien, c'est là qu'on pense que peut-être potentiellement, il y a un plus grand besoin pour des instruments à l'accouchement. Il y a une autre chose dont il faut s'occuper, et ça, ce n'est pas encore prouvé, c'est vraiment juste une suggestion, c'est qu'il y aura peut-être un plus grand risque d'hémorragie. On pense que les nerfs de l'utérus et qui causent les contractions peuvent être atteints par le CMT. Donc, après un accouchement, l'utérus a besoin de se contracter pas mal. Et si ça ne se produit pas, il y a un plus grand risque d'hémorragie. Donc, il faut penser à cette complication potentielle. Également, donc, le docteur Farrell a mentionné, il y a également donc peut-être on a besoin d'avoir des anesthésiques spéciaux, donc un anesthésiste devrait être mis au courant pour voir s'il n'y a pas de traitement spécial à faire. Également, avant de ne passer au naïcémia, donc le AIDP, CIDP, ce sont des conditions acquises, pas héréditaires, donc les gens les développent. Et c'est certain que c'est une réaction auto-immunitaire, inflammatoire aux nerfs, donc comme le CMT, donc ça peut atteindre le nerf ou la jonction entre les deux. Et parfois, il y a très peu de littérature là-dessus également. Il y a possiblement un risque accru de la forme aiguë ou sévère
au premier mois postpartum. Et par contre, il n'y a pas eu d'autres incidences trouvées pendant la grossesse, plus qu'avec la population générale. En termes de neuropathie chronique inflammatoire, il y a une augmentation au postpartum, surtout avec les hormones qui changent, les fluctuations. Et donc, ça peut être également, les gens peuvent être affectés par ces conditions, mais on n'a pas vu rien sur les fœtus. Donc, la mère peut avoir des symptômes, mais que le bébé ne soit pas du tout affecté. Et le traitement, c'est à peu près le même. Donc, les choix sont IVIG, donc IVIG, et donc ceux qui l'ont reçu, on n'a montré aucune complication. Et le CIDP, IVIG, encore là, ce sont des stéroïdes qui sont présentés tôt dans la grossesse en général. Donc maintenant, si on passe à la myasthénia, donc comme la plupart d'entre vous savez, c'est également une maladie auto-immunitaire. Donc c'est parfois hérité, mais on l'attrape ou on commence à l'avoir. Parfois, le nerf communique avec le muscle, puis ils sont bloqués par les anticorps au récepteur. Je vais à la prochaine diapo. C'est pour montrer que les anticorps bloquent les anticorps, on peut ressentir de la faiblesse et les muscles réagissent simplement aux signaux qui viennent. La prochaine diapo. Il y a des implications importantes parce que MG, c'est 2 fois plus commun chez les femmes que chez les hommes dans la population plus jeune, donc les jeunes adultes, et plus communément chez les femmes, c'est à leur 3e décennie, donc c'est à l'époque où elles considèrent d'avoir des enfants, envisagent. Et MG n'a pas d'impact sur la fertilité, mais il y a des médicaments qui parfois sont utilisés et qui peuvent avoir un impact. Donc, il faut l'envisager lorsqu'on parle de grossesse. Et en raison de l'apparition ou manifestation qui est plus précoce, il faut donc certainement s'en occuper et être au courant. Je crois que ce qui est plus important, si on regarde toutes les lignes directrices, c'est qu'une grossesse sans problème peut être possible si on est bien supervisé avant et après. Et ces chiffres-là viennent de différentes études. Certaines sont assez vieilles, donc les traitements ont changé pas mal depuis que c'était publié, mais en général, 40% de l'expérience ont vécu une exacerbation de leurs symptômes au premier trimestre et au postpartum. 20-30% sont restés inchangés et 20-30% se sont améliorés. Bon, les exacerbations peuvent se produire indépendamment du contrôle avant la conception et ça semble arriver 1 à 2 ans après le diagnostic de MG et donc il faut toujours attendre 2 ans après pour éviter d'avoir des facteurs additionnels d'être exacerbés. Et donc, le résultat à long terme de l'MG n'est pas affecté par la grossesse. Brièvement, il y a beaucoup de changements physiologiques qui se produisent à la grossesse qui ont des implications. Les plus importants étant que s'il y a beaucoup de nausées et de vomissements, on ne pourra peut-être pas capable d'absorber les médicaments si on les prend de façon buccale. Et donc, ils seront peut-être absorbés et peut-être pas bien tolérés. Ça, c'est important à savoir et aller chercher des traitements soit des traitements très rapidement parce que c'est important que les médicaments soient absorbés. Et également, ce qui est important, c'est qu'il y a les maladies ou des risques intra-utérines, des infections qui peuvent être développées.
Et c'est important que l'obstétricien ou le médecin famille soit au courant parce qu'ils peuvent donner des antibiotiques qui sont plus sécuritaires. Et donc, ça, ce sont les deux grands changements dans les grossesses qui peuvent avoir des implications significatives. Diaphragmatic restriction from the enlarging uterus. And so if respiratory symptoms are Alors, something that people have had or developed, it's important to do baseline. c'est important de surveiller ces fonctions. L'autre chose, et le docteur en a parlé, c'est que la grossesse et être parent, ça impose des défis supplémentaires. Bon, pour toute personne, on manque de sommeil et de repos, et ça peut causer du stress à qui que ce soit, bon, que ce soit des gens qui ont des troubles neuromusculaires, oui ou non. Il y a aussi plus de travail physique, bon, relié aux soins des enfants. Toutes ces choses-là peuvent mener à un empirement des symptômes. Alors, c'est important d'avoir plus de surveillance médicale, surtout après avoir accouché. Et il faut avoir des stratégies pour conserver l'énergie, essayer d'optimiser ce qu'on a. Bon, la MG transiente néonatale. Bon, les bébés, est-ce qu'ils ont des complications? La MG, eh bien, quelque chose qui s'appelle la MG néonatale transiente, qui se produit de 10 à 20 des enfants, probablement plus vers le 10 que le 20 Ça se produit lorsque les anticorps de la mère se transfèrent par le placenta et ont un impact sur le bébé. Alors, le bébé, lorsqu'il naît, a certains des anticorps et ils peuvent avoir des faiblesses transientes. Éventuellement, ces anticorps-là, provenant de la mère, sont gérés par le bébé et ça ne dure pas tout le temps et les bébés se guérissent et généralement, il y a un risque plus élevé de MG. C'est plus élevé pour les bébés qui ont eu des mères atteintes de la MG, mais il faut surveiller. Il faut le surveiller. Et cela, ça ne semble pas être basé sur la sévérité des symptômes de la mère avant la naissance. Dans certains cas rares, il peut y avoir des symptômes plus graves, une présentation plus grave. Bon, si les anticorps sont présents sur les récepteurs, mais c'est assez rare. Bon, rapidement, les résultats pour le fœtus. Bon, suite à toutes les études que nous avons considérées, il n'y a pas de risque statistiquement plus important pour les naissances avant le terme, le faible poids des enfants, les petits avortements spontanés. Bon, le risque de complications est considéré comme étant pas plus élevé. Considération spéciale pour l'accouchement avec le MG, on en a parlé brièvement déjà. Bon, la mère va peut-être se fatiguer durant les phases de l'accouchement. Alors, pousser volontairement, ça exige les muscles volontaires. Alors, parfois, il y a un risque pour les interventions ou plus d'interventions durant l'accouchement, comme les suctions ou d'autres choses. Alors, il n'y a pas d'indication pour la césarienne, mais certainement, les femmes qui ont l'MG sont plus sensibles ou moins sensibles à ces agents. Alors, c'est important pour l'anesthésiste de savoir ça. Et le magnésium est quelque chose qui est utilisé assez fréquemment dans les grossesses, autant pour le laxatif, mais aussi dans une condition qui s'appelle CLAMSA. Et le magnésium bloque la jonction neuromusculaire et peut précipiter ces problèmes. Alors, il est recommandé qu'on évite ce genre de médicaments et qu'une alternative soit utilisée. Et pour parler des médicaments, c'est très spécifique à chaque personne individuelle. Bon, généralement, méthotrexate et mycophenol mofetil, comme étant contre-indiqués, sont associés avec un risque plus élevé de fausses couches, de même que d'abnormalités congénitales. L'interprète s'excuse, les termes qu'elle a énoncés n'étaient pas écrits. Bon, cyclosporine, tacrolimus, azathioprine sont assez sécuritaires. Selon cette personne, d'autres sont hésitants. Alors ça peut devenir un choix très personnalisé pour chaque patient individuel. On n'a pas assez de données pour savoir les effets sur
la grossesse de certains nouveaux médicaments. Pour l'allaitement maintenant, Métro-Signat, il y a aussi des controverses concernant la cyclosporine. Certains recommandent de ne pas s'en prendre si vous allaitez. Alors, ça dépend de quelle directive vous lisez. Oh, et pour terminer, avant que le docteur Lebel reprenne, la contraception, c'est important à considérer avec la MG. Je pense que la chose la plus importante ici, c'est que ça peut diminuer les hormones, théoriquement. Alors, ça pourrait diminuer l'effet ici. Alors, il faut faire attention avec ça. C'est normalement recommandé avec tout immunosupplément de considérer quels autres types de contraceptifs peuvent être utilisés. So I'm going to thank Andrea. Alors, je remercie Andrea. I'm going to take over and I'm going to talk a couple Je vais about parler other maintenant diseases. de certaines des autres maladies. Alors, commençons avec les maladies de muscles, les inflammations des muscles. Il y a plusieurs dossiers qui sont similaires. Bon, ils ont un impact sur les femmes qui sont d'âge de se reproduire. Les deux sont des maladies qui sont plutôt chroniques. En tout cas, on peut extrapoler les directives en se basant sur l'autre maladie. Alors, les maladies de muscles, l'inflammation des muscles est encore plus rare. Les études sont basées sur de très petits nombres de sujets et des données très rétrospectives. Alors, avant de tomber enceinte, il faut regarder l'ajustement des médicaments. Et ces maladies d'inflammation des muscles sont souvent des comorbidités. Alors, myositis, ça peut avoir une implication cardiaque, les poumons, et parfois, ça a aussi rapport avec les autres muscles tissus connectifs. Alors, ça n'a pas seulement de gérer la myositis, mais aussi les autres maladies auto-immunitaires. Et généralement, on pense maintenant que c'est mieux d'attendre pour une rémission avant de commencer une grossesse. Alors, durant la grossesse, les données sont rares, mais certaines personnes s'améliorent, jusqu'à 50 %, mais il peut y avoir des rechutes après. C'est probablement dû aux hormones, mais personne ne le sait vraiment. Et les recommandations sont les mêmes que pour les MG, je ne vais pas les répéter. Il n'y a pas d'informations sur les résultats pour les fœtus. Il y a une étude qui disait que c'est favorable, une autre étude qui disait qu'il y a plus d'avortements spontanés et d'enfants nés avant terme, mais il n'y a pas assez de chiffres stables pour faire des prédictions. Il y a quelque chose, par contre, qui est sorti, c'est que dans une grande étude américaine, ce semble être relié avec des troubles hypertensifs. Alors, durant la grossesse, peut-être que les femmes ont de la tension artérielle élevée lors de l'accouchement, alors c'est important de traiter cela. Certaines études disent qu'il y a un risque de rechute après. Bon, c'est pas si sûr que c'est conclusif. Bon, parlons de la dystrophie musculaire. Selon moi, c'était le sujet le plus difficile lorsque vous voulez parler de la grossesse, parce que c'est tellement hétérogène comme groupe de maladies. Alors vraiment, je pourrais passer une demi-heure sur chacune de ces maladies pour parler des différentes études reliées aux grossesses. Et c'est impossible, alors je vais essayer de faire des énoncés plus généraux. Les maladies sur lesquelles je vais me concentrer, c'est Duchenne et Becker. Et ça se présente avec les faiblesses de limb-girdle, donc la dystrophie myotonique est aussi fréquente, surtout dans DM1, pas autant pour le DM2. Alors, je vais parler plus de dystrophie myotonique 1. On a plus de données sur le DM1 que les autres. Et je vais aussi parler de la FSHD, la dystrophie facio-scapulo-musculaire, et un peu moins sur limb-girdle. Alors, ce sont des conditions génétiques. La chose la plus importante ici, c'est de penser avant de tomber enceinte. Bon, il faut avoir des conseils génétiques, quels sont les risques. La seule dystrophie musculaire qui est associée avec les questions de fertilité, c'est DM1, parce que ça peut avoir un impact sur les systèmes endocrines, mais ce n'est pas clair que cela s'applique à tout le monde. Alors, ce n'est pas universel. Bon, la faiblesse. Ça va peut-être augmenter ou pas durant la grossesse. Bien sûr, normalement, on parle plus des cas qui empirent dans les rapports,
On ne sait pas vraiment sûrement si ça va empirer ou pas, mais il faut être prêt pour un empirement. Et pour ce qui est des complications de la grossesse, les meilleures données, ça ne vient pas de Duchenne, mais de dystrophie myotonique. Et dans une étude contrôlée, il y a eu un risque accru que les mères ayant le DM1 qui avaient plus d'avortements spontanés et des enfants mort-nés, mais c'est encore des risques plus faibles. La plupart peuvent s'attendre à avoir un accouchement normal. Bon, l'accouchement, ça va peut-être être spontané, vaginal, comme toute autre femme. Toutefois, c'est recommandé d'être prêt pour la possibilité qu'une césarienne va peut-être être exigée. Alors, surtout si le patient a des troubles avec les muscles cardiaques ou respiratoires, bon, une césarienne peut être exigée. Et pour la dystrophie musculaire, c'est essentiel que les médecins sachent que certains anesthésistes qui sont énoncés ici peuvent causer des faiblesses prolongées, bon, et même que les médicaments qu'ils utilisent pour l'induction, le magnésium, peuvent causer la faiblesse aussi. Alors, c'est bien important de garder ça en tête. Il y avait des théories selon lesquelles le FSHD causait des faiblesses abdominales qui pourraient être reliées à un échec de poussée durant l'accouchement, mais je ne sais pas si ça a été vraiment prouvé. Bon, les patients en fauteuil roulant doivent avoir une bonne évaluation de l'anatomie du bassin et ils vont peut-être avoir une césarienne qui va être nécessaire dans ce cas-là. Une fois de plus, la plupart des données viennent des DM1, que normalement, ça dure plus longtemps, l'accouchement, et aussi l'hémorragie postpartum, ça peut dire aussi les réactions aux agents anesthésiques. Après l'accouchement, les meilleures études que nous avons sont sur DM1 et DM2. Il n'y a pas de progression significative de faiblesse. Et en fait, dans une étude au Royaume-Uni, on a trouvé que les patients ont progressé plus lentement après avoir une grossesse. Bon, cette étude-là n'était pas parfaite, alors je ne sais pas si on peut la croire à 100% jusqu'à temps qu'on la réplique, mais c'est intéressant. Une situation importante, c'est le risque d'une forme congénitale de DM1. Ça, c'est presque non existant avec DM2, mais avec DM1, si c'est la mère qui a la DM1, il y a un risque d'avoir une apparition très précoce de DM1 chez l'enfant. Ça peut donner la polyhydramnios, mauvais mouvements fœtaux, présentation normale, des problèmes avant l'accouchement et le nouveau-né peut avoir de la difficulté à manger et à respirer. Alors, il peut y avoir des difformités du pied. Alors, c'est important de savoir ceci d'avance pour avoir un accouchement sécuritaire. Bon, l'atrophie musculaire de l'épine dorsale, la plupart des données que nous avons sur la SMA, c'est sur le type 3 pour l'atrophie musculaire de la colonne vertébrale. Alors, avant de tomber enceinte, comme je l'ai dit auparavant, bon, il faut le counseling génétique, c'est très important. Et l'évaluation respiratoire est probablement indiquée chez les patients SMA, surtout s'ils sont en fauteuil roulant au moment où ils sont enceintes. Malheureusement, généralement, il y a plus d'accouchements précoces et de fausses couches, et aussi, il y a des fonctions pulmonaires qui empirent généralement. Alors, les résultats pour les fœtus sont assez bons. Il y a seulement un rapport de malformation chez les bébés. C'est probablement une coïncidence, on ne sait pas si c'est relié ou pas à la SMA. Il y a seulement 2 bébés qui avaient un faible poids à la naissance. Alors, généralement, les résultats pour les bébés avec des mères ayant la SMA, c'est assez bon. Il y a plus de taux d'opération durant l'accouchement et certaines fois, les patients, parce qu'ils ont exposés aux anesthésistes, vont peut-être avoir des faiblesses respiratoires, bon, dysfonction bulbaire et rarement besoin des soins intensifs. Mais il faut quand même être prêt pour ce genre de complications. Après que l'enfant est accouché, tout problème respiratoire durant la grossesse semble s'améliorer, mais parfois il y a une persistance des symptômes moteurs qui ne partent pas après la grossesse. Nous sommes dans le R pour la SMA et on n'a pas encore de données. Alors, un des messages les plus importants aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment avoir une approche multidisciplinaire. Ça peut inclure tous les professionnels ici. Il n'y a pas une seule personne qui sait tout.
Moi, je suis neurologue, mais j'admets que je ne connais pas tout sur les grossesses et l'accouchement, ces choses-là. Alors, c'est très important de travailler en tant qu'équipe et de communiquer avec les autres membres. On a besoin de plus de recherche. Alors, les données que j'ai présentées aujourd'hui sont surtout basées sur des petites séries, des données rétrospectives. Le Dr. Parkson a bien expliqué aussi que ça a été fait dans le passé et peut-être que ça ne montre pas les meilleures gestions de maladies que nous avons aujourd'hui. Alors, vraiment, parce que ce sont des maladies rares qui vont exiger des collaborations internationales et peut-être des registres pour accumuler un nombre suffisamment élevé de patients pour qu'on puisse avoir des bonnes données. Et aussi, il faut trouver des groupes témoins dans des situations aussi. Et ça va toujours être difficile de faire des prédictions à propos de LGMD parce que c'est un groupe tellement hétérogène, il y a tellement de types différents d'impliqués. Je sais que c'est un sujet médical, on a parlé beaucoup des complications, mais gardez en tête que la plupart des patients peuvent avoir des enfants de façon sécuritaire et certaines de ces complications sont peut-être exagérées parce qu'en tant que médecin, on a tendance à faire des rapports lorsque les choses empirent, non pas nécessairement quand tout va bien. Alors, gardez cela en tête aussi. Nous vous remercier pour avoir été présent dans la présentation. Merci aux patients. Sans eux, on ne serait pas ici. Et ça va me faire plaisir de répondre aux questions en anglais ou en français. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. O'Farrell et Dr. Park. C'est une présentation très intéressante et ça nous a atteint les objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui. Bon, comment les femmes ayant des troubles neuromusculaires peuvent se débrouiller avant, pendant et après la grossesse. Je vais passer ça à Marie-Hélène. Je sais qu'elle a une question qu'elle a notée dans le chat. Oui. Alors, la question est en français. Qu'arrive-t-il si la personne est porteuse du gène de la dystrophie musculaire de Duchenne et qu'elle veut devenir enceinte? C'est le cas de ma fille. Information supplémentaire, mon fils de 23 ans est atteint de dystrophie de Duchenne et je suis également porteuse. Donc, je dirais que c'est très important de parler à votre neurologue et aussi avec un conseillère en génétique. Donc, en principe, si vous êtes porteuse comme femme et vous devenez enceinte, l'enfant ou le bébé, si c'est une femme, normalement, elle n'est pas touchée par la maladie, mais peut également être porteuse. Risque de 50% d'être porteuse aussi. Parfois, les femmes ont même plus tard dans la vie les symptômes. Si le bébé, donc si la mère est porteuse et tombe enceinte, si c'est un garçon, ça pourrait être touché par la maladie de Duchenne. C'est fort probable. Donc, c'est très important que vous voyez une conseillère en génétique pour discuter ces risques-là spécifiques à votre situation et les options. Est-ce que j'ai répondu bien à votre question? Je crois que oui. Ah, c'est déjà fait qu'on me dit oui. Donc, c'était en réponse à votre question. Vous avez répondu, merci. Dr. O'Farrell, a question we received prior to today's webinar was... Avant le webinaire d'aujourd'hui, je pense que vous en avez parlé, on a reçu une question. C'est une femme qui Spinraza Nunerson et se demandait s'il y avait des données qui pourraient l'aider à savoir s'il y aurait des complications durant sa grossesse. Des commentaires à ce sujet-là? Suite à ce que vous avez dit aujourd'hui, oui, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de données publiées, mais la compagnie qui fournit le médicament souvent garde des informations ou peut-être une surveillance post-marketing, qu'on appelle ça. Ils ont peut-être l'information sur ce sujet-là. Ce serait important de contacter le neurologue qui lui-même peut contacter le fabricant de médicaments pour voir s'il y a de l'information plus récente que ce que moi j'ai. Alors, j'imagine qu'il y a un risque, en théorie, donc les altérations génétiques qui sont faites aux patients pour traiter la maladie peuvent aussi avoir un impact sur l'enfant aussi. Et cet enfant-là pourrait avoir trop d'amyotrophie spinale de cette protéine-là. Alors, c'est un risque théorique. On n'a pas vraiment de données publiées, mais il y a peut-être d'autres données qui sont disponibles. Alors, j'encouragerais votre neurologue de contacter la compagnie. Et je sais qu'il va y avoir une autre conférence à 13 heures sur la planification familiale et le counseling génétique. Je pense qu'on va en parler à ce moment-là. Mais
Les conseillers génétiques, comment est-ce qu'ils peuvent aider quelqu'un qui a la LGMD durant la grossesse? Bon, peut-être qu'on peut avoir une prévision de cette réponse provenant du Dr. O'Farrell et Parks. Je ne suis pas un conseiller génétique qualifié. Ils ne sont pas des neurologues, ces gens-là. Ils sont formés en génétique et généralement, ce ne sont pas des médecins non plus, même si certains médecins sont des généticiens et peuvent fournir des conseils génétiques. Mais certainement, ils sont surtout utiles pour parler des risques et même la quantité de certitude que nous avons pour ce risque-là. Alors, un des problèmes avec la LGMD, c'est que même lorsque vous avez une certaine mutation, ça ne peut pas prédire nécessairement qu'est-ce que vous allez avoir pour ce qui est de la maladie. Il peut y avoir tout un éventail d'un patient qui a simplement un CK élevé, un patient qui est en fauteuil roulant de la même mutation. Alors, non seulement ce que les conseillers génétiques vous disent, les risques de passer le gène, mais ils peuvent vous parler un petit peu de quelles sont les incertitudes et les manifestations de la maladie. Ça peut être très aidant. Et plus que cela, ils savent quelles sont les options pour ce qui est des choix que vous pouvez faire avant de tomber enceinte. Alors, je ne vais pas voler le clou du spectacle qu'ils vont présenter, mais c'est quand même un début de réponse. Docteur Sefi se demandait s'il y avait des risques spécifiques en myopathie congénitale comme Niemann-Rod myopathy ou c'est l'information sur les maladies musculaires et les jumeaux. Oui, c'est une très bonne question. Les myopathies congénitales comme Niemann-Rod myopathy. Alors, ce qui est sous-jacent à ce trouble serait important. La plupart des congénitales, on pense qu'ils ont ce risque spécifique ou un petit risque de rhabdomyolysis durant la grossesse et l'accouchement. Alors, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et moi, je ne suis pas au courant de patients qui étaient jumeaux avec des maladies neuromusculaires qui avaient eu des grossesses. Ça serait intéressant aussi. En tout cas, je n'ai pas trouvé encore dans ma recherche de la littérature, mais merci pour la question. Dernière question, un commentaire plutôt. Ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. C'est à propos du counseling génétique. Elle et son mari ont commencé le rendez-vous après une attente de 10 mois. Alors, c'est très important d'être sur une liste d'attente. Alors, inscrivez-vous rapidement parce qu'ils ont commencé avec toute une histoire familiale et veulent savoir quel genre de test serait nécessaire. Alors, il faut être proactif ici pour avoir le counseling génétique parce que ça prend du temps. Je pourrais même dire 2 ans avant. Planifier d'avance parce que lorsque vous commencez à penser avoir des enfants, vraiment planifier d'avance. Excellent. Bon, une fois de plus, merci Dr. O'Farrell et Dr. Parks pour une présentation très pleine d'informations qui nous a aidé à répondre à certaines des questions populaires que nous recevons ici à propos de la grossesse et des troubles neuromusculaires. Un enregistrement de cette conférence va être disponible sur notre page YouTube et j'aimerais inviter tout le monde à aller maintenant à nos 2 autres séances à 13h et 14h sur la planification familiale et la sexualité. Et je voudrais aussi remercier Roche, Alexion et PTT pour avoir appuyé, parrainé cette conférence. Et merci à vous tous pour votre temps et j'espère que nous allons vous revoir à la prochaine séance.